très rapidement, Un village français, donc c'est une série qui s'est terminée la semaine dernière sur France 3, 72 épisodes diffusés depuis 2009, entre 2009 et 2017, 72 épisodes qui racontent l'histoire d'un village, ou plutôt d'une petite ville fictive pendant l'occupation, Villeneuve, donc dans le Jura, près de la ligne de démarcation, pas loin de la Suisse, et dans lequel on suit 15 personnages principaux. Quand on aime, on compte pas, mais voilà. Oui, probablement, je sais pas, 10-12, auxquels on puisse s'identifier, enfin, qui ont des scènes dont ils sont le point de vue, il doit y en avoir 10 à 12, je pense, à peu près. Donc 10 à 12 personnages principaux au moins, que l'on suit à travers cette période de l'occupation, et puis dans la dernière saison, bien au-delà de l'occupation, puisque on les suit non seulement dans l'année 45, qui est une année de reconstruction économique, politique et sociale de la France, mais aussi grâce à des flash-forward, on les suit dans les années 50, 70 et jusqu'au début des années 2000 pour certains. Donc c'est une série aussi qui interroge la mémoire de la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que cette période, comment cette période nous a finalement marqué tous autant que nous sommes. Les membres donc masculins de la famille Larcher, Daniel Larcher, donc le maire de Villeneuve de 1940 à 1943. Oui. Qui donc va choisir de collaborer au départ par altruisme, et évidemment tout ça va le tourmenter, on y reviendra. Son frère Marcel, qui lui a déjà un itinéraire politique totalement opposé, puisque lui est militant communiste, alors que Daniel est un médecin et un notable. Lui est ouvrier, militant communiste, et fait le choix très tôt, dès novembre 40, de la résistance, avec tout ce que ça implique dans sa vie personnelle, et notamment dans sa relation avec Gustave, donc, qui est le fils de Marcel. Et Gustave, qui a 9 ans au début de la série, et que l'on va suivre donc dans la fin de son enfance et son adolescence pendant la série, et que l'on va retrouver à l'âge adulte dans les flash-forward, avec, là encore, cette idée du traumatisme de guerre qui va avoir bien sûr des conséquences dans la construction de cet enfant, et le rapport à la figure du père, parce que oui, j'ai oublié de le dire, Marcel est fusillé en 1943, et donc il va y avoir la construction de ce petit Gustave qui est forcément tourmenté sans ce père, ou avec la figure de ce père imaginaire, et Daniel qui est en quelque sorte un père de substitution avec lequel il va s'opposer, ou il va pouvoir s'opposer. La place du père chez les communistes est quelque chose de très important. Lénine, le petit père des peuples, et après Staline. Je veux dire que le rôle écrasant d'un père mythique qui a toujours raison, et Gustave va être vraiment l'héritier de ça, et comme souvent, il est le fils de Marcel, qui lui, on a vu ça dans la saison 2, lui était le fils d'un type considéré par Marcel, d'un père déficient, quasiment monstrueux, dictatorial, et la réaction à une loi, on va dire, abusive ou tyrannique d'un père, le père de Marcel et Daniel, c'est deux réactions différentes. L'aîné qui prend tout et qui devient maso, d'ailleurs, de fait, c'est-à-dire qui prend plaisir à souffrir et qui prend tout, Daniel, et qui va passer son temps après à se mettre dans cette position de souffrance systématique, de ne pas pouvoir... et l'autre qui résiste et refuse absolument cette loi, et qui donc veut créer un autre monde, un monde plus juste, changer le monde, ce qui fait partie, en tout cas en 1940, du programme des communistes. Aujourd'hui, ils ne veulent plus changer le monde. Marcel, il a autre chose à foutre. Bon, d'accord, c'est la révolution et sauver le monde, c'est bien. Mais concrètement, pour un enfant, disons que c'est... Alors, la série on a toujours essayé de rester au carrefour du politique et de l'intime, enfin de la libido, si vous préférez, des personnages. Moi, c'est ça qui m'intéresse dans mon travail. Comme je suis d'une famille, là, comme on voit pas souvent qu'il n'y a pas assez de curés dans le village français, mais c'est parce que mes parents n'étaient pas curés, ils étaient communistes.
Donc j'ai mieux parlé ou plus parlé de ce que je connaissais mieux. Enfin, communiste ou ex-communiste devenu trotskiste. C'est vrai que là, on a un bon exemple, parce que le PC qui devient le PCF en 1944, il y a tout un discours politique, enfin, il y a un traitement politique à faire dans une série de fictions, si on veut en parler. Donc, bon, les glissements de terrain, quelles sont les prises de position du parti, pourquoi, comment. Et le fait d'avoir des personnages, des individus qui se trouvent être communistes et qui donc sont dans ces questions politiques, mais ont un profil psychologique que nous avons développé avec Violaine Bellet, qui est dans la salle là-bas, et qui va parler après. C'est vraiment arrivé à faire se rencontrer, disons, des plaques tectoniques politiques et une libido, un profil psychologique qui soit à la fois cohérent et qui ait quelque chose à dire et qui s'entrechoque bien avec les problématiques politiques. Alors vous parlez de virilité, c'est vrai que l'occupation par rapport à la virilité, c'est un moment particulier, parce qu'il y a 1,5 million de prisonniers qui reviennent en 1945, enfin l'occupation et l'immédiate après-guerre, qui sont des hommes assez déclassés. Ils ont été faits prisonniers sans se battre, croit-on, ce qui est d'ailleurs statistiquement pas vrai. Il y en a un certain nombre qui se sont battus et qui ont été faits prisonniers, mais bon, l'image que le pays a quand il rentre, c'est pour ça qu'ils en souffrent tellement, et tous les ouvrages sur les prisonniers montrent bien ça. Il y a vraiment une impression collective que les hommes se sont fait enculer par les Allemands pendant 4 ans, et que les Allemands partis, il y a une espèce de réaffirmation virile, ce qui ne veut pas dire que les femmes ne sont pas présentes dans ces cérémonies sataniques, mais c'est vrai que cette question du statut de l'homme français triomphant, il s'est passé quelque chose, car encore certainement aujourd'hui, mais ce n'est pas du tout mon métier de voir dans le détail les effets, mais car certainement encore aujourd'hui des effets, je pense. Qu'est-ce que c'est que faire le bien ? Et est-ce qu'il est possible de faire le bien de manière absolue, puisque là encore, Marcel choisit le bien de l'histoire, en tout cas a posteriori, c'est comme ça que ça a été interprété, mais pour faire le bien, le prix de cet engagement, c'est de ne pas avoir le temps de s'occuper de son fils, et finalement... Même de vivre, ouais. Voilà. Ou tout simplement de vivre. Ouais. Ça, c'est un jusqu'au boutiste de l'idéalisme. De s'intéresser à une zone, faire le bien sur une zone la plus large possible, le monde entier, l'univers, disons, y consacrer sa vie avec la plus grande énergie, sans pouvoir s'intéresser aux gens proches de lui, pour lesquels il y a des engagements, donc enfants, éventuellement compagnes ou autres. Bon, mais ça, c'est clair que on va dire que j'étais bien documenté sur la question, vu les parents, les grands-parents, les oncles, les tantes. J'ai beaucoup souffert, vous savez. J'ai été tourmenté il y a longtemps. Voilà. Mais c'est ça qui vient forcément jouer ici. Et justement, donc dans le deuxième extrait, donc c'est un extrait de l'avant-dernier épisode de la série. Donc l'épisode s'intitule Vernissage, et là on est dans un flash forward, donc nous sommes en 1975 et on retrouve donc Gustave 30 ans après l'épisode précédent, qui est en train de coller, vous le voyez, une affiche en faveur de la paix au Vietnam. Et je vous laisse découvrir l'extrait et ce que Gustave est devenu adulte. Tu t'en souviens bien, toi, de l'occupation ? Bah oui. J'avais 9 ans en 40. Tu te rappelles de rien, toi ? Rien. Bah, quand on s'est caché dans le placard, pendant que Sarah et un type se faisaient arrêter en 43. Sarah, mais c'est qui, Sarah ? Comment ? T'as oublié Sarah ? Ouais, écran noir. En tout cas, l'occupation, c'était un joyeux bordel. Oui. C'est vrai que c'était pas facile. Mais j'ai quand même l'impression d'avoir fait tout ce que je pouvais pour mes semblables. Attends, pour les juifs de l'école, ne me dis pas que t'as fait ce que tu pouvais. Si. Mais on s'en foutait des juifs en 40.
Comment ça, vous en foutiez? On s'en foutait. Je veux dire, on trouvait ça pas bien de leur mettre une étoile et de les arrêter, mais on se prenait pas la tête avec ça. On n'est pas beaucoup des juifs à Villeneuve de toute façon. Toi, t'avais une petite copine. Hélène Crémieux. Tu t'en souviens? Évidemment que je m'en souviens. Et qu'est-ce qu'elle est devenue? Auschwitz. Mais on ne savait pas tout ça. Notre problème, c'était de faire partir les Boches le plus vite possible, point barre. Oh, franchement, toi, maire de Villeneuve, tu savais pas? Eh ben non. Je savais pas. Enfin, quand les Allemands nous ont demandé de séparer les parents des enfants, on s'est bien dit que... On pensait pas à Auschwitz. On s'est dit que ça devait être dur dans ces fameux camps. On savait pas à quel point, voilà. Enfin, on savait sans savoir, si tu préfères. Tu vois, c'est comme quand tu annonces à un patient qu'il a un cancer du pancréas. Hein. Eh ben le gars, s'il est malin, il se doute bien que... Mais c'est pas pour autant qu'il va passer tous les mois de sa vie à se dire qu'il va mourir. Non. Il va y penser à la mort, mais il va aussi faire des projets. Il va penser à l'année prochaine. Il va penser à Noël, aux vacances. Tu comprends? Eh ben, c'est pareil. Toi, t'es en train de me dire qu'en 42, t'as croisé une centaine de gens qui avaient un cancer du pancréas, que tu leur as rien dit, que tu les as pas soignés et que tu les as laissés crever, c'est ça? Franchement, Tekiro, tu te prends trop la tête là. Je vois pas pourquoi tu me dis ça. Écoute, Daniel, c'est pas mon modèle, tu vois. C'est un bourge qui doit voter Giscard, c'est un mou du genou. Mais je veux dire, venir aujourd'hui lui prendre la tête avec la question des juifs déportés, c'est vraiment... Vous avez fait quoi pour empêcher l'horreur? On la savait pas, l'horreur. Et quand bien même on l'aurait su, on s'en serait foutu. On avait d'autres horreurs à fouetter. Tous les matins, tous les soirs, crois-moi. J'accepte pas cette logique. C'est trop facile. Oui, ben ce qui est facile, c'est qu'en 75, bien au chaud dans tes pompes de chirurgien de clinique, tu viennes nous donner des leçons de morale. Je travaille à l'hôpital public. Oh, les enfants. Hein. Bon, mais ça va, on n'est plus des enfants. Mon père a été fusillé. Daniel, il a fait ce qu'il a pu. Et moi, je veux changer le monde. Changer le monde. On n'a pas vu évidemment le moment clé où Gustave, en 1945, est témoin d'une révélation par un communiste qui sort de Sibérie, qui est accueilli par les camarades à bras ouverts parce qu'il arrive de Russie, c'est formidable, d'Urs, pardon, il arrive d'Urs, il va nous raconter comme c'est beau là-bas, et l'autre, bon, évidemment, il est plus, on va dire, mélangé sur la question, enfin, il dit rien, mais il dit à un autre camarade Edmond, il lui dit ce qu'il a vu, c'est un espèce de Kravchenko, si on veut, donc il dit les camps, l'horreur, etc. Et Gustave voit ça. Ensuite, il retrouve Léonore, qui est à ce moment-là adolescente, et elle lui demande alors qu'est-ce qu'il t'a dit, etc. Et là, il a un choix fondamental à faire, c'est est-ce qu'on partage avec les femmes, est-ce qu'un homme, là c'est un jeune homme, mais est-ce qu'un jeune homme, un homme, partage avec les femmes une connaissance, on va dire, supérieure et clé du monde, oui ou non? Et il est très clair, il lui répond non, non, Max n'a rien dit, et il continue à danser. On peut dire, c'est que 30 ans plus tard, dans la scène jumelle de celle que vous avez montrée, la scène entre Léonore et Gustave, où elle lui annonce qu'elle le quitte plus en détail, parce que là on voit juste qu'elle dit je prends le recul, mais on a déjà vu cette scène, enfin un autre bout de cette scène deux épisodes plus tôt, elle lui explique t'as pas ouvert, elle lui parle d'un incident qu'il y a eu entre 1945, t'as pas ouvert ton cœur, j'ai attendu que tu ouvres ton cœur, puis au bout d'un moment ça cessait de m'intéresser. Enfin, faire une année 45 idyllique, là ça aurait été un peu difficile, mais on pouvait en tout cas, bon là c'est un choix stylistique de faire résonner la fin et donc la mort de la série avec une agonie, et parce que je trouvais ça intéressant, et que l'audience est quelque chose de très important pour nous, Emmanuel Dossé et moi,
Bon, pendant 6 saisons et demie, quand vous faites la dernière saison, disons vous êtes moins obsédé quand même par l'audience et plus par terminer cet ensemble de la façon qui vous convient. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de désenchantement. C'est tous des gens... Non, il y a un naïf. Tekiero, il n'est pas désenchanté, lui. Tekiero, c'est le naïf, c'est le public naïf avec des clichés dans la tête, quoi. La Shoah, c'est terrible, vous avez laissé faire ça. Enfin bon, les trucs... des gens sans mémoire. Oui. Qui fonctionnent sans mémoire. Bon, il n'a pas vécu les trucs. Enfin, il était trop petit, il se rappelle de rien. Lui, il n'est pas désenchanté. Il bute contre quelque chose. Et d'ailleurs, le personnage est assez intéressant et très bien joué par Eric Caravaca. De quelqu'un qui essaie d'avoir accès, mais quand vous n'avez pas vécu la chose, il n'y a rien à faire. Vous pouvez choisir d'être historien, mais vous n'arriverez pas à ressentir et à toucher cette espèce de truc qui vous manque, de ne pas sentir les émotions de ce qui a été vécu à ce moment-là. Mais lui, il cherche ça. Les deux autres, oui, sont très désenchantés, parce que Gustave, il est parti sur un postulat, effectivement, de changer le monde, qui est une problématique en fait personnelle, parce que son monde, lui, est insupportable, comme le monde de son père était insupportable, mais le sien, au moins le monde de Marcel, il avait la réalité d'un père qui était, on va dire, une ordure pour aller vite. Et c'était comme ça, c'était vrai, il fallait s'y opposer. Avec Gustave, ça repose sur du mythe. C'est beaucoup plus difficile de renoncer à un mythe que de renoncer... c'est la même différence qu'entre les communistes et les trotskistes. C'est plus difficile de cesser d'être trotskiste, parce que les trotskistes, ils adorent un socle, alors que les communistes, ils adorent une statue. Donc, faire tomber la statue, moi je constate, faire tomber une statue, c'est possible. Manifestement, faire tomber un socle, c'est compliqué. Quand on a le temps, puisqu'on avait 72 épisodes, on arrive effectivement à faire des personnages, ce que doit être le portrait sur le monde d'un être humain, donc un kaléidoscope un peu compliqué, enfin assez nuancé et compliqué. La difficulté étant qu'on doit en réalité faire de tout ce machin un livre visible, enfin, où le public va se repérer, parce que si c'est juste pour dire que tout le monde est un kaléidoscope, c'est très beau, mais bon, ça mène nulle part, c'est pas dramatisable et on s'ennuie. Bon, bah là c'était facile, parce que dans un moment comme ça, où le personnage, en plus, est sur le grill, objectivement, il n'est pas que sous le grill des yeux du public, il est vraiment sur le grill de la justice de ce moment-là. C'est assez facile de découper en rondelles, disons, les facettes d'un personnage et de les voir exposées. Bon, Daniel était quand même le personnage clé de voûte de la série. C'est aussi le personnage le plus original. Il y avait eu avant, dans différentes œuvres de fiction, des résistants intéressants, des collabos hard assez intéressants comme la Comblucien. Il n'y avait pas eu, à ma connaissance en tout cas, de personnages auxquels le public puisse vraiment s'identifier, qu'on suive pas à pas jusqu'à la collaboration. Et qu'on se dise à aucun moment c'est une ordure. On peut se dire qu'il se trompe, on peut se dire qu'il est maso, mais c'est pas une ordure du tout. Donc c'est vrai que c'est l'exploration de ce personnage jusqu'au bout. Et quand même, quand j'ai la clé de voûte, il a toujours été un personnage clé de voûte, pas forcément le plus là dans chaque saison, mais il porte quand même l'ADN de la série, Daniel Larcher. Et là, il s'agissait de montrer, la phrase prononcée par Servier à un moment donné, dans les situations de crise, ce qui est difficile, c'est pas de faire son devoir, c'est de le discerner. C'est-à-dire de montrer que face à des situations de désordre extrême, la majorité des Français à ce moment-là, des êtres humains, n'a pas de repères moraux et donc repose sur d'autres critères qui sont, beaucoup le hasard, des prédéterminations personnelles et éventuellement libidinales. Bon, des rencontres, quelques courants idéologiques, mais je veux dire de montrer à quel point c'est beaucoup moins dans ces situations de crise. On le retrouve aussi dans les situations pas de crise, si on regarde très attentivement, disons. Mais c'est plus difficile à voir quand il n'y a pas la vie et la mort, quand il n'y a pas... et donc l'ADN, c'était de montrer comment un personnage, a priori, qui a des valeurs de bien, d'humanisme, de générosité, va collaborer à une entreprise générale, destructrice, de négation de l'être humain, etc., sans s'en rendre compte, avec les meilleures intentions du monde. À partir du moment où la souffrance et la douleur et la contention sont dans son, je sais pas comment dire, dans ses gènes, enfin en tout cas dans ses gènes psychologiques, c'est sûr qu'il est tourmenté, c'est un ressac permanent. Il s'est mis en position, il a épousé une nana qui n'était pas pour lui, et ça je pense qu'il l'a senti, comme on le sent d'ailleurs toujours, sans savoir qu'on le sent. Dans ces cas-là, je veux dire. Dans ces cas-là, je vous rassure. Dans ces cas minoritaires, évidemment.
C'est pour ça qu'il y a peu de divorces en France. Donc il l'a senti certainement, et inconsciemment, bon, et il a accepté d'être maire, il pouvait refuser, il avait tous les éléments pour savoir que ça ne pouvait être que de la souffrance, c'était certain, et il y est allé joyeusement. Du coup, ce tourment, c'est sa jouissance. Oui. Il faut faire attention, parce que c'est nous qui décidons que ce à quoi Marcel a pensé au moment d'être exécuté, qui est chez Marcel la culpabilité d'avoir laissé son frère se faire taper à coups de martinet, puisque c'est lui qui avait piqué les soldats, etc. Nous décidons que Daniel, lui aussi, va avoir la même vision. La probabilité que ça arrive est quand même assez faible, dans le monde réel, je veux dire. Donc on décide de le faire. Alors c'est la même chose que sur les flash-forward, où on s'éloigne des personnages, puisque dans les flashbacks, vous restez avec les personnages qui ont la mémoire de ce qu'ils ont vécu, ils sont toujours dans leur émotion. Dans les flash-forward, vous forcez le public, vous prenez le public et vous décidez arbitrairement qu'on vous amène là. C'est pas l'émotion des personnages qui vous y amène. Donc c'est des mécanismes à manier avec précaution, et je dirais certainement pas en saison 1 ou 2, parce que vous avez forcément des gens qui vont soit sentir un artifice qui va pas leur plaire et va les sortir du principe de réalité de la série, puisqu'il y a une espèce de doigt de, je n'ose dire Dieu puisque je suis athée, mais enfin on va quand même dire Dieu, qui vous prend comme ça, et c'est pas des logiques de personnage, c'est autre chose. C'est de la dictature d'auteur, donc c'est des choses à utiliser avec parcimonie, mais quand ça marche bien, enfin si on trouve que ça marche bien, c'est assez jouissif. Mais c'est vraiment très très risqué, et certainement pas à faire pour lancer une série. Et pour la terminer ? Pour la terminer, je vous dis, l'audience à la fois nous intéresse vraiment. Enfin, je veux dire, on est des gens de télévision avec Emmanuel Doucet et Philippe, même si Philippe était plus sur la série depuis quelques temps. Donc, pour nous, l'audience, c'est Dieu. De toute façon, à la télévision, pour moi, j'ai toujours pensé que l'audience, c'était Dieu. C'est pas parce que c'est Dieu qu'on est obligé d'être mystique. Le fait d'être sur 4 époques, ce qui fait une grammaire narrative différente, surtout sur le premier épisode, il faut quand même se coller, on est là, mais alors c'est qui lui déjà, puis on passe en 53, puis bon. On savait qu'avec une moyenne d'âge en plus du public qui doit tourner autour de 75 ans à peu près, hein, sur France 3, puisque la moyenne d'âge du public de France 3, c'est 64 ans, tout type de programme confondu, mais je ne crois pas me tromper que sur le village, c'est plutôt 75 ans. Donc on savait que chez les plus de 80, car nous avons évidemment, quand on regarde les études et qu'on regarde qui on a perdu entre la première et la deuxième soirée, on a perdu beaucoup de plus de 80, fort nombreux dans le public du village français, et qui ont été décompensés. De toute façon, ma mère n'est pas représentative, mais c'est quand même ma mère, m'a posé 2-3 questions. Elle a 89 ans, elle a à peu près toute sa tête, enfin elle a pas moins qu'elle avait avant, disons. Et je dirais, elle a manifestement été très déstabilisée, parce qu'elle m'a posé des questions qui voulaient dire qu'elle n'avait pas compris, par exemple, que la psychiatrie, c'était une continuité de 45. Elle a été médecin, et donc elle n'a pas connu 45, mais elle a connu les années 55, 60 dans les hôpitaux, donc pas très loin, quoi. Et elle ne savait pas quand c'était, si c'était manifestement. Et d'autres gens aussi m'ont posé des questions, d'autres gens plutôt assez âgés, mais m'ont aussi posé des questions qui montraient qu'ils avaient eu du mal avec ça. Donc des gens sont partis. Mais on ne savait pas combien on en perdrait, mais on risquait d'en perdre un peu, oui. Il y a des gens qui étaient perdus, il y a des gens... mais bon, il y a des gens aussi qui ont vraiment adoré. Donc c'était vraiment fait pour les gens qui avaient suivi la série, qui l'aimaient, et pour donner une ponctuation qui soit bien, et je pense que, enfin, qui restera quand on la reverra, nous, en tout cas, dans quelques années. Je peux pas m'empêcher d'essayer de faire un parallèle entre ce que vous avez décortiqué, en fait, cette situation de la collaboration. En fait, on peut pas dire qu'il y a de bonnes ou de mauvaises personnes, mais simplement tout un tas de paramètres à prendre en compte. Je me pose la question, moi, si quelqu'un devait faire une série sur le monde aujourd'hui, dans 50 ans, comment est-ce qu'il parlerait des gens qui font la une de certains journaux, que ce soit politique, économique? Comment est-ce qu'on pourrait dépeindre leurs actes avec le recul qu'on peut se permettre d'avoir aujourd'hui sur la collaboration, avec un regard comme le vôtre? Le rapport des hommes de pouvoir, avec l'argent et aussi leur pouvoir, et le vice. Il y a un éditorialiste qui expliquait comment est-ce qu'il y a des théories qui ont amené certains hommes du pouvoir, notamment dans le libéralisme et le capitalisme, à être convaincus que vouloir se faire plaisir à soi, donc dans l'excès, dans le vol, toutes ces choses-là, il y a des théories, notamment c'est
Mandeville, c'est un auteur d'il y a quelques siècles, qui expliquait que en fait, naturellement, si une personne, pour son plaisir, était amenée à avoir des actes qui n'étaient pas éthiquement et moralement bons, c'était pas très grave, parce que d'une manière ou d'une autre, ça allait ruisseler et ça restait quand même bon pour l'intérêt général. Et du coup, je trouve que le parallèle avec votre travail, qui consiste à regarder des faits, à regarder des comportements qu'on peut juger bons ou mauvais, ben ça amène surtout à se dire qu'il n'y a peut-être pas de bons ou de mauvais comportements, mais simplement tout un tas de conséquences. Alors, je pense qu'Heinrich, il sait mieux aimer les femmes d'une certaine façon que Marcel Larcher. Bon, c'est pas une question simplement de dire c'est terrible d'être nazi, etc. C'est que il y a des actes qui vous engagent dans une communauté humaine, quoi. C'est tout. Ça vous engage dans une voie et cette voie doit être assumée. Puis après, si la communauté humaine estime que vous devez être jugé pour ça, c'est quelque chose qui est important. C'est la civilisation, si vous voulez. La libido et l'exploration de la libido des personnages et de ce qui amène un individu à se comporter d'une certaine façon n'exonère pas des règles, n'exonère pas des enjeux de la civilisation, quand même. Enfin, ces hommes sont tourmentés parce qu'on est dans le contexte spécifique de la guerre, mais ils le sont face à des femmes qui sont particulièrement fortes. Et je trouve que c'est aussi quelque chose d'intéressant dans cette série, parce que elles sont toutes des personnages qui jouent un rôle moteur, qui obligent les hommes à se positionner. Et le personnage peut-être le plus positif, qui arrive à concilier à la fois l'idéal politique et l'humanisme quotidien, c'est la postière, Suzanne, qui justement a aussi ce dialogue avec Marcel Larcher à un moment là à vélo où il y a quelque chose à la fois de l'engagement idéaliste et de l'engagement au quotidien qui est un très beau message. Est-ce que c'est difficile de passer à autre chose, ou est-ce que vous ne sortez pas indemne de cette aventure très longue? Je vois régulièrement une psy, en l'occurrence Violette Bellet est présente, et ce qui me permet d'aller bien. Non, sincèrement, j'ai eu de la chance, je veux dire, avec Emmanuel Dossé surtout, et bon, Philippe pendant les premières années, Tribois, on a quand même vraiment eu de la chance. C'est-à-dire, c'est ça qu'on sort avec cette image-là. Un peu de nostalgie quand les histoires s'arrêtent, mais les bonnes histoires ont un début, un milieu et une fin. L'histoire que j'écris et que j'essaie de faire écrire par d'autres parfois, les bonnes histoires, c'est un début, un milieu, une fin. Donc, le sujet n'était pas spécialement compliqué et remuant pour moi, vu mon histoire familiale, etc. Enfin, c'était intéressant d'aller voir les vieux juifs qui restaient il y a 4-5 ans pour en parler un peu déportation, ce qu'on n'avait pas forcément fait beaucoup. Mais disons que c'était pas dérangeant, si vous voulez. C'était pas dérangeant tellement. C'était un gros investissement de travail. Enfin, je veux dire, très très passionnant. Mais je sors avec vraiment l'impression d'avoir eu beaucoup de chance. Que le service public, enfin que France 3 ait parié sur enfin, dirais-je, sur une série longue, sur de la série longue dont le public français de série a besoin de séries longues.